Bonjour à toutes et tous. Depuis quelques années, on observe une récurrence et profusion des actions autour du développement durable et de la responsabilité sociétale. À cela s'ajoute un contexte avec de nouvelles contraintes en termes de décarbonation, de sobriété énergétique. L'éco-responsabilité constitue désormais un engagement en soi dans le dispositif Service Public Plus. De par leur amplitude horaire, leur forte fréquentation, les BU se retrouvent face à des injonctions contradictoires. Comment ouvrir plus et répondre aux économies d'énergie exigées? Comment proposer un patrimoine responsable? Cette préoccupation rejoint aussi les attentes des étudiants. On y reviendra, une enquête a été menée précisément sur ces attentes en termes de transition écologique auprès de la population étudiante. Écoutons à présent, en guise d'introduction, l'état de la recherche sur les nouveaux bâtiments de demain répondant à des exigences de sobriété énergétique et la notion d'éco-conception. Nous avons le plaisir, pour cette introduction, d'accueillir Bruno Peuportier, directeur de recherche à Mines Paris PSL, Centre Énergie, Environnement et Procédés. Je vous laisse prendre place et je vais lancer le PowerPoint. Voilà. Donc, je vous laisse prendre. Alors, soit vous prenez place là, vous avez la main avec le petit lien, vous faites ici. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de bâtiments et d'environnement. Les deux sont un peu liés puisque le bâtiment, c'est le premier secteur consommateur d'énergie en France et largement dans les pays développés. Au niveau mondial, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais commencer par... Ah, ça ne marche pas comme ça. Alors, on va essayer celui-là. Bon. C'est un problème pour faire défiler. Ni les flèches, ni ça ne marchent. Ah. Alors, est-ce qu'il y a un temps d'attente? Utiliser les flèches sur l'ordi. Oui, mais ça ne marche pas non plus, les flèches sur l'ordi. Alors, attendez, on va faire ici peut-être. Ah. Voilà, donc vous utilisez le pavé tactile. D'accord, voilà, très bien. Merci. Voilà, donc bon, je vais rappeler le contexte tout d'abord et puis indiquer les objectifs de nos travaux. Et ensuite, je vais montrer comment nous évaluons la performance environnementale des bâtiments par une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qu'on applique à la construction neuve, mais aussi à la rénovation qui prend de plus en plus d'importance, puisque la construction neuve, c'est seulement 1% du parc existant chaque année. Je parlerai quand même aussi de la résilience face aux vagues de chaleur, de l'éclairage, et puis j'insisterai sur l'intérêt de la mesure de la performance, voire de la garantie de performance, et je terminerai avec quelques conclusions et perspectives. Alors, les bibliothèques, sont des lieux de réemploi, puisque les livres ne sont pas consommés, mais empruntés, donc ils sont réemployés par les lecteurs successifs, et puis les livres stockent du carbone. Alors, on pourrait s'arrêter là et se congratuler. Les organisatrices m'ont demandé d'étoffer un peu ma présentation. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi de consommation d'énergie pour le chauffage, l'éclairage, la ventilation, les autres usages, de matériaux, à la fois pour construire ou rénover, puis qu'est-ce qu'on fait des matériaux en fin de vie. Éventuellement, les transports aussi qui contribuent à ces impacts environnementaux, donc transport du personnel ou des lecteurs. Donc l'objectif de nos travaux, c'est d'évaluer de manière un peu globale cette performance environnementale pour trouver des solutions d'amélioration, donc de réduction des impacts.
Alors, je ne vous parlerai pas de la performance environnementale du numérique et d'Internet, parce que ce n'est pas mon domaine de compétences. Moi, je travaille plus sur les bâtiments, mais c'est vrai que c'est également un sujet de recherche. Alors, pour aller tout de suite dans le concret, je vais prendre un exemple de conception d'une bibliothèque qui avait suscité la controverse à l'époque de cette conception, puisque l'architecte avait placé les salles de lecture en sous-sol et puis les livres qui étaient stockés dans des grandes tours très vitrées qui étaient exposés au soleil. Il a fallu les protéger en rajoutant après coup des volets en bois qu'on voit ici. Et donc les thermiciens avaient dit bon, c'est peut-être pas une solution optimale pour réduire les besoins de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Donc c'est vrai que les méthodes d'évaluation peuvent utilement être utilisées en conception pour anticiper le fonctionnement futur d'un projet de bâtiment et essayer de comparer différentes variantes, que ce soit architecturales ou techniques. Alors ça peut être aussi utilisé pour la réhabilitation d'un bâtiment existant. Alors là, je montre une photo de la bibliothèque de l'école des mines où je travaillais, mais ça peut s'appliquer dans de nombreux bâtiments, bien évidemment. Donc, vous voyez, ce genre d'endroit où il y a une façade qui est souvent classée, donc on ne peut pas trop isoler par l'extérieur. À l'intérieur, il y a les livres, donc l'isolation thermique est compliquée. On pourrait proposer de remplacer les livres qui sont stockés sur cette façade par des faux livres en polystyrène ou en polyuréthane. Je n'ai pas osé faire ça. Mais bon. Alors, il y a aussi des vitrages. Donc là, on peut travailler sur les vitrages. Il y a aussi le choix du système de chauffage. Alors, l'école des mines, on était chauffé traditionnellement au charbon, les mines, forcément. Et quand on a fermé la dernière mine, eh bien, on est passé au chauffage urbain. Qui est sur Paris, qui récupère la chaleur de l'incinération des ordures ménagères. Il y a quelques autres énergies, mais donc qui est nettement moins émetteur de CO2 que le charbon, bien évidemment. Il y a aussi des problématiques de ventilation, une technologie qui est la ventilation double flux, qui consiste à préchauffer l'air neuf avec les calories de l'air vicié dans un échangeur. On a besoin d'air neuf pour respirer. Chaque personne a besoin à peu près de 20 mètres cubes par heure d'air neuf. Et forcément, faire rentrer de l'air neuf, ça va refroidir le bâtiment. Et donc, si on récupère de la chaleur de l'air vicié, on peut économiser comme ça 90% de la chaleur perdue par ce renouvellement d'air. Voilà. Bon, d'autres aspects comme régler la température, réguler en fonction des horaires d'ouverture, mutualiser des espaces qui tiennent plus des comportements, des modes d'usage et donc de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Alors comment est-ce qu'on évalue la performance environnementale ? Et voilà, j'ai été trop vite. On va revenir à celle-là. Donc la méthode s'appelle l'analyse de cycle de vie. Elle consiste à comptabiliser les impacts sur l'ensemble des étapes d'un cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières, la fabrication des produits de construction ou des équipements, leur transport, les chantiers de construction, l'utilisation du bâtiment, puis la rénovation, jusqu'à la fin de vie où là on peut recycler certains éléments, et donc c'est pour ça qu'on appelle le cycle de vie, ou traiter les déchets par incinération, par mise en décharge. Donc c'est l'idée de ne pas déplacer la pollution d'une étape à une autre, mais de comptabiliser l'ensemble du cycle de vie. Alors lorsqu'on fait ça, on va, pour essayer de trouver des solutions pour améliorer le bilan, on va déjà identifier les principaux contributeurs à ces impacts environnementaux. Donc là, c'est un exemple sur l'impact sur le climat, où en général, on s'aperçoit que l'étape qui impacte le plus, c'est l'étape d'utilisation du bâtiment, avec le chauffage
les transports de missiles travail ou autres, si on veut les prendre en compte, le traitement des eaux usées ou l'eau chaude, et puis l'électricité que l'on consomme. Donc tout ça, ça fait partie de l'étape d'utilisation, et c'est en général assez prédominant dans le bilan global d'un bâtiment. Mais il y a aussi la construction, surtout si on construit en béton par exemple, et puis donc avec différentes composantes, les planchers, les façades, etc. Et puis la rénovation, parce que, au sens large, on va devoir remplacer des équipements qui arrivent à leur fin de vie, ou des fenêtres, ou des peintures, etc. Et donc tout ça va aussi contribuer aux impacts environnementaux. Alors là, c'est un exemple sur le CO2, mais on ne traite pas que le CO2. En analyse de cycle de vie, on va s'intéresser bien sûr au changement climatique, mais aussi à l'épuisement des ressources, et en particulier à l'énergie et à l'eau, et puis corrélativement aux déchets que l'on génère, et en particulier les déchets radioactifs qui ont une très longue durée de vie. On va s'intéresser aussi aux dommages sur la biodiversité, les écosystèmes, et puis la santé humaine. Voilà. Et là, l'idée, c'est de ne pas déplacer la pollution d'un impact vers un autre impact. Voilà. Ce qui peut être intéressant en conception, que ce soit dans le neuf ou dans la réhabilitation, c'est de savoir si on a suffisamment amélioré la performance ou s'il faut continuer à l'améliorer. Et donc, on va comparer le projet qu'on étudie à des références qui correspondent aux impacts maximum et minimum, aux meilleures pratiques. Voilà. Et donc pour ça, on a fait des milliers de calculs où on a fait varier les formes architecturales, les techniques de construction, les énergies de chauffage pour essayer d'avoir un intervalle de performance entre les meilleures pratiques et les pratiques les plus impactantes. Et ce qui permet comme ça d'évaluer un projet, donc par exemple sur un diagramme radar de ce type-là, où chaque axe correspond à un indicateur environnemental. Le rouge, c'est les solutions les plus impactantes, donc avec les impacts maximaux. Le vert, c'est les meilleures pratiques, qui sont en valeur relative par rapport au rouge. Et le projet qu'on étudie, donc là c'est par exemple le siège social de l'éditeur de logiciels qui diffuse nos outils de modélisation. Il y a à peu près 7000 bureaux d'études ou architectes ou entreprises de construction qui les utilisent, et puis en formation également. Donc ça permet de situer un projet et de savoir s'il faut continuer à l'améliorer. Un autre exemple d'étude, c'est de comparer la rénovation d'un bâtiment ou la reconstruction. Ça peut arriver qu'un bâtiment soit très ancien et on se dit est-ce que ça vaut la peine de le rénover ou est-ce qu'il vaut mieux le démolir et reconstruire un bâtiment neuf. Donc là, c'était une étude sur des logements sociaux. Donc au cours des années, on considère un bâtiment qui a déjà 50 ans, donc il a déjà vécu 50 ans, et puis au bout de 50 ans, on se demande est-ce que je vais le rénover ou le reconstruire, et avec différents niveaux de performance, soit le niveau juste de la réglementation, soit je fais un bâtiment beaucoup plus performant, donc avec ce qu'on appelle un niveau du label passif, qui nécessite très très peu de chauffage. Et donc au bout de 50 ans, si on reconstruit le bâtiment, eh bien, on va avoir des impacts qui vont être plus élevés. Alors je ne sais pas si on voit une petite flèche, non, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Hop, tant pis. En tout cas, vous voyez qu'au bout de 50 ans, il y a une petite montée comme ça. Donc c'est les impacts du chantier, soit de rénovation si c'est tout petit, soit de construction si c'est plus grand. Et puis ensuite, au cours du temps, chaque année, on va augmenter les impacts. Donc là, c'est les impacts cumulés. Et finalement, si là, au bout de 150 ans, alors pourquoi 150 ? En fait, les structures, là c'était un immeuble en béton, durent presque 200 ans, si elles sont bien construites et selon les normes européennes. Donc on considère encore 100 ans de durée de vie.
Et finalement, ce qui génère le moins d'impact, dans le cas qu'on a étudié ici, c'est de le rénover, ce bâtiment, mais à un niveau de très basse consommation. Et donc, on va, comme ça, pas avoir trop d'impact du chantier au bout de 50 ans, et sur la durée de 100 ans, bien, avoir des impacts raisonnables. Alors, on s'intéresse donc à la réduction des impacts, mais aussi il va falloir s'adapter au changement climatique. Même si on fait des efforts, on sent bien qu'on a pris beaucoup de retard sur les engagements comme l'accord de Paris, etc. Et que malheureusement, là on travaille avec Météo France, qui donc étudie les vagues de chaleur selon différentes périodes de temps. Alors ce diagramme, je l'ai vu une fois à la télé aux prévisions météo, mais je vais peut-être vous le réexpliquer parce qu'il n'est pas toujours très usuel. Les vagues de chaleur, elles sont caractérisées par deux paramètres principaux. La température, donc c'est l'axe vertical, la température maximale, et puis leur durée, donc c'est l'axe horizontal. Les ronds jaunes, c'est les années passées. Donc on a des vagues de chaleur qui durent de quelques jours de durée, et puis des températures qui montent au maximum à 37-38, sauf en 2003 où là on a atteint une douzaine de jours avec une température maximale de 39 degrés, donc c'est le rond blanc pour 2003. Et puis les ronds en marron clair, et bien là, c'est les résultats qu'a obtenu Météo France à l'échelle du milieu de siècle. C'est-à-dire qu'ils considèrent les modèles climatiques du GIEC au niveau mondial, et par une descente d'échelle, ils peuvent prédire ou prévoir de manière prospective. Ce n'est pas une prévision exacte, bien sûr, mais c'est probabiliste. Ils peuvent prévoir un certain nombre d'années en probabilité sur différentes échelles de temps. Donc vous voyez que le marron clair au milieu de siècle va effectivement atteindre des températures plus élevées et des durées plus élevées, et surtout le marron foncé qui est en fin de siècle, on a des durées beaucoup plus élevées et des températures un peu plus élevées aussi. Voilà. Alors, comment vont se comporter nos bâtiments avec ce changement climatique ? Je prends l'exemple ici, alors je n'ai pas d'exemple de bibliothèque, mais je prends un exemple de bâtiment haussmannien, donc assez ancien, mais qui tient bien la route, donc avec une vague de chaleur médiane. En fait, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une variabilité climatique. Alors, si je reviens à celle d'avant, vous voyez, il n'y a pas un seul rond marron clair et marron foncé. Par exemple, cette année, il n'y a quasiment pas eu de vague de chaleur, en tout cas à Paris, peut-être une journée de canicule, alors que l'année d'avant, il y avait eu beaucoup plus de chaleur. Et donc, d'une année à l'autre, ça varie beaucoup. Donc, on peut avoir des années, des probabilités avec des années médianes et des années extrêmes. Donc, si je considère une année médiane, en 2100, eh bien, je vais regarder quel va être le niveau de confort dans ce bâtiment. Et le confort est évalué par un indicateur de degrés-heure, c'est-à-dire que ça intègre à la fois des températures, donc des degrés, et des durées de surchauffe. Donc, s'il a fait 4 degrés de trop pendant 3 heures, eh bien, ça fait 4 fois 3, 12 degrés-heure. Et la réglementation actuelle limite à 350 le nombre de degrés-heure qu'on peut supporter dans un bâtiment. Et dans l'haussmannien, vous voyez qu'il va falloir isoler avec, par exemple, si on isole avec 8 cm d'isolant et qu'on passe en double vitrage, on tient à peu près la limite réglementaire. Ce qui est très important aussi, c'est le comportement des habitants. C'est-à-dire que dans l'haussmannien, il y a des persiennes, donc il faut vraiment fermer les persiennes si la façade est exposée au soleil, et puis ouvrir les fenêtres la nuit, même s'il y a un peu de bruit, pour arriver à tenir au niveau température. Alors, un autre aspect qui va être important dans les bibliothèques, bien sûr, c'est l'éclairage. Si on a des vitrages, on va mieux profiter de l'éclairage naturel, mais surtout près des vitres.
Et par contre, loin des vitres, eh bien, ce sera plus compliqué. Donc, on va avoir aussi des outils de calcul pour évaluer cette performance-là. Et puis, on travaille sur des technologies qui peuvent nous aider, comme l'isolation transparente. Alors, c'est l'application du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va essayer d'imiter les poils de l'ours polaire qui se hérissent quand il fait très froid. Donc, ça constitue une couche isolante assez efficace. Et puis, ce sont des poils translucides qui vont laisser passer le soleil pour chauffer l'ours. Et il y a deux intérêts dans les bâtiments, d'une part de constituer une isolation thermique, mais aussi de transmettre de la lumière en la diffusant. C'est-à-dire que ça va permettre à la lumière de pénétrer davantage en profondeur dans les locaux, et puis de réduire les phénomènes d'éblouissement. Donc des exemples aux États-Unis, en Norvège. Donc en Norvège, sur la toiture, là, il faut faire à ce moment-là très attention, surtout dans nos climats, au risque de surchauffe. Donc il va falloir ajouter bien sûr des protections solaires qui soient régulables. On peut utiliser des brises-soleil photovoltaïques si on veut associer la protection solaire à de la production d'électricité, par exemple. Alors, mesurer les performances, pour moi, c'est très important. On peut mesurer, aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'il y a plein de petits capteurs qui ne coûtent pas trop cher, qui ont été développés, pour mesurer les consommations d'énergie, des températures, de l'humidité, de l'éclairement. On peut mesurer des déplacements parce qu'on peut demander aux gens qui viennent à la bibliothèque d'où ils viennent et comment ils se sont déplacés. Est-ce que c'est en voiture, en métro, en vélo, etc. Et donc ces mesures, elles permettent un retour d'expérience. Je rénove un bâtiment, je regarde si effectivement les factures d'énergie ont diminué, si la température reste confortable, etc. Et ça va être intéressant aussi de se rapporter à des références, c'est-à-dire que dire ma bibliothèque consomme 50 000 kWh, bon, ça ne dit pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas la taille. Si je dis ma bibliothèque consomme 50 kWh par mètre carré, bien à ce moment-là, on peut se ramener à une référence et voir si elle se situe dans la fourchette haute ou basse d'une performance. On peut aussi raisonner par personne au lieu de par mètre carré. C'est Renzo Piano qui avait fait ça pour le centre Beaubourg, parce que le centre Beaubourg, c'est une passoire énergétique terrible, donc il consomme énormément d'énergie. Mais comme il a divisé par un très grand nombre de visiteurs, son bâtiment était très bon par personne. Voilà. Donc ça, vous voyez ce qui vous arrange. Mais en tout cas, l'important, c'est de progresser et d'améliorer les bâtiments. Alors, l'intérêt de la mesure aussi, c'est de pouvoir négocier un contrat de performance énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui fait les travaux, que ce soit de la rénovation ou de la construction neuve, et vous pouvez avoir un contrat qui vous dit, voilà, si vous consommez plus que 50 kWh par mètre carré par an, eh bien l'entreprise paye des pénalités. Alors après, il y a bien sûr des corrections par rapport au climat. S'il y a eu une année très froide et que vous consommez plus, ce n'est pas de la faute de l'entreprise. Donc il y a une correction climatique. Puis il y a une correction par rapport à la température. Si vous vous êtes chauffé à 23 degrés alors que le calcul était fait à 20, là aussi, ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise. Donc il y a un correctif qui va évaluer donc la consommation que vous devez avoir et pour savoir s'il y a matière à pénalité. Et ça, c'est important, surtout si on va voir un banquier ou un financeur pour emprunter de l'argent. Et on peut lui dire « oui, mais j'économise vraiment sur ma facture énergétique ». Alors, en conclusion de tout ça, il existe donc des outils d'évaluation des performances énergétiques avec la simulation énergétique ou thermique dynamique, et puis l'analyse de cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux. Et donc ces outils peuvent être utilisés pour des diagnostics de bâtiments existants ou pour de l'aide à la conception. Et ils permettent aussi de concilier atténuation des impacts et adaptation. C'est-à-dire que
en fait, l'isolation thermique, elle a un effet bénéfique pour réduire les besoins de chauffage, bien évidemment, mais elle protège aussi du chaud. Et donc, c'est un argument de plus pour finalement rénover les bâtiments et donc s'adapter aussi au changement climatique. Alors les leviers d'action, c'est donc ce qui coûte le moins cher, la sobriété, c'est-à-dire de réduire les surfaces ou les volumes chauffés, réduire les températures de consigne de chauffage ou augmenter celles de climatisation. Et puis donc ensuite l'efficacité, donc avec l'isolation thermique, la ventilation double flux, les systèmes de chauffage, de climatisation ou d'éclairage. Et puis le troisième volet, les énergies renouvelables. Donc on parle de solaire passif parce que on bénéficie des apports solaires par les vitrages, par exemple, pour le chauffage et l'éclairage. Mais ça peut être aussi du solaire photovoltaïque pour donc produire de l'électricité renouvelable. J'insiste sur l'intérêt de la mesure de performance et de cette perspective de garantie de performance. Et puis en perspective, les limites planétaires, donc, c'est donc un concept qui a pour but de maintenir les grands équilibres au niveau planétaire et en particulier sur le climat. On doit atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on a un budget carbone qui nous reste et qui se réduit d'année en année, surtout si on continue à faire beaucoup moins que ce qu'on devrait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis à un moment, le budget deviendra nul, il faudra arriver à une neutralité carbone. Et donc là, c'est plus compliqué que simplement respecter une réglementation. Il va falloir affiner des solutions techniques comme vraiment progresser vers ce niveau passif pour le chauffage, avoir une production renouvelable, des matériaux biosourcés. Et malheureusement, ça risque de ne pas suffire et il faudra en plus capter du CO2. Alors c'est vrai que les livres, on va utiliser du bois donc, qui va capter du CO2 et on va le stocker pendant longtemps sous forme de papier. Donc ça, vous savez faire, mais il faudra peut-être encore d'autres technologies à plus grande échelle pour capter le CO2. Alors, je n'ai pas entendu la petite clochette, donc je suppose que j'ai été plutôt trop vite que pas assez, donc ça laisse la place à des questions. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne vois rien du tout, je vous préviens, parce que je suis complètement ébloui, mais là, ça va. Donc, si vous levez la main, alors je ne sais pas si quelqu'un a un micro, comment c'est organisé. Oui. Bonjour, j'ai une question un petit peu sotte peut-être, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moyens de calcul pour évaluer ce que représente une quantité de livres en tant que puits de carbone ? Oui, alors effectivement, on peut connaître le poids des livres et à ce moment-là, en supposant que c'est à peu près de la cellulose, connaître finalement combien de carbone ça représente, du carbone biogénique. On peut aussi suivre la chaîne de production, c'est-à-dire qu'il a fallu effectivement que des arbres poussent dans une forêt, donc ils ont absorbé une certaine quantité de carbone, mais ensuite il faut les tronçonner, les scier, les transporter. Il y a toute des impacts de production du papier. Donc le stockage du carbone dans la bibliothèque, c'est une des étapes du cycle de vie du papier. Et puis à la fin, combien de temps durent les livres? Est-ce que j'espère qu'on ne fera pas comme aux États-Unis? Là, j'ai vu un reportage où des mouvements soi-disant pour la liberté interdisaient des livres et les mettaient à la benne. Et donc, ils seront probablement incinérés. Donc, la durée de vie du livre est quelque chose d'important aussi. Mais effectivement, on a des données numériques
sur ces différentes étapes et les procédés qui correspondent. Tout à fait. Alors, oui. je vais voir de nouveau. Bonjour, Sébastien Perrin, directeur de la bibliothèque de l'École des Mines de Paris. Je suis au fond. Ah, je vois. Bonjour Bruno, j'ai bien noté la proposition de remplacer les collections par des isolants. Je m'attendais à ça. Nous en discuterons. Mais alors, j'avais une question, là aussi naïve. Par exemple, le cas, c'est vrai, de la bibliothèque est assez symbolique de ça. Pour une bibliothèque qui est complètement enchâssée à l'intérieur d'un bâtiment et qui fait que, sur les questions de d'éco-rénovation, effectivement, à l'exception de quelques points d'amélioration, en définitive, moi, il me semble qu'on est quand même très, très tenu par l'ensemble bâtimentaire. Est-ce que, à ton sens, quelle est la meilleure façon de réussir à apporter la question de modification énergétique? Est-ce qu'il faut vraiment attendre que l'école, l'université décident de faire un changement global, ou alors est-ce qu'on peut essayer de proposer quelques petites améliorations, voire même des améliorations significatives, et alors dans ce cas-là, plutôt dans quel domaine, lesquels? Oui, à mon avis, les deux leviers sont intéressants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire localement au niveau de la bibliothèque simplement. Je pense par exemple au vitrage qui était sur la façade de la bibliothèque, qui ne sont pas forcément changés en même temps que l'ensemble des vitrages de l'école. Et puis, il y a effectivement des choses qui sont communes à l'ensemble de l'établissement, comme le choix du système de chauffage. On ne va pas dire on va changer le système de chauffage de la bibliothèque indépendamment de celui de l'école. Donc les deux niveaux sont intéressants. Ce qu'on peut peut-être aussi faire au niveau de la bibliothèque, c'est une réflexion sur la ventilation. Si ça se conçoit, c'est-à-dire que mon impression, c'est que dans le cas de l'École des Mines, en tout cas, il y a une grande hauteur, il y a assez peu de gens dans l'espace. Ce n'est pas forcément une problématique aujourd'hui qui est fondamentale, mais par contre, si on mutualise l'espace et qu'on fait rentrer davantage de personnes dans les locaux, ça risque de se poser. Et à ce moment-là, les questions de ventilation double flux peuvent être intéressantes. Alors, on arrive à la fin. Exactement. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette expertise.